Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de techniques de preuve. Alors les techniques de preuve sont basées sur ce qu'on appelle des règles d'inférence. En voici une règle d'inférence. Donc ça c'est une notation nouvelle. En haut de la barre, de la grande barre horizontale, on met les hypothèses, tandis qu'en bas on met la conclusion. Ici j'ai une seule hypothèse, un peu plus tard j'en aurai plusieurs que je vais empiler une par-dessus l'autre. Donc si j'ai l'hypothèse P, alors j'ai la conclusion P disjonction Q. Donc ça, c'est basé sur la tautologie P implique P disjonction Q. Cette règle d'inférence-là, on l'appelle addition. Voici une autre règle d'inférence. Si j'ai P conjonction Q, donc j'ai P et Q, alors je peux en conclure que j'ai P. Et donc ça, c'est basé sur cette tautologie-là. On appelle ça simplification. On simplifie dans le sens que on a la conjonction, donc on simplifie dans le sens qu'on laisse tomber la deuxième partie pour se concentrer sur la première. Donc voici une règle d'inférence avec deux hypothèses. C'est une des plus importantes. On l'appelle modus ponens, c'est un nom en latin, qui signifie je sais pas quoi exactement, un truc à propos de poser des choses. Donc voici ce que ça donne. Premièrement, comme hypothèse, j'ai P. Deuxièmement, comme hypothèse, j'ai P implique Q. Et comme conclusion, ben, j'ai Q. C'est basé sur cette tautologie-là. Remarquez que cette règle d'inférence-là, on trouve souvent des textes d'opinion qui sont écrits de cette façon-là. Donc, je vous donne un exemple. Disons un texte qui serait pro-grève. Donc, on commence la première moitié du texte en disant, bon, la situation est intenable, est inacceptable pour telle raison. Deuxième partie du texte, étant donné qu'elle est inacceptable, il faut faire la grève, c'est la seule façon de faire entendre nos voix, etc. Conclusion du texte d'opinion, il faut faire la grève. Donc ça c'est un exemple, et évidemment ça se retrouve, cette forme d'argumentation-là se retrouve dans plein d'autres genres de textes d'opinion. Ce qui est intéressant, c'est quand on reconnaît une forme comme ça, on est plus armé, mieux armé pour pouvoir contre-argumenter. Donc par exemple, si je ne suis pas d'accord avec un modus ponens, je peux dire, ben, je refuse l'hypothèse P, donc je ne pense pas que la situation est inacceptable pour telle raison. Ou un peu plus subtil, une façon un peu plus subtile d'attaquer un modus ponens, c'est de dire, oui, d'accord, je concède, effectivement, la situation est inacceptable, oui, effectivement, c'est intenable, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure, c'est pas bon. Mais par contre, je pense que la grève, c'est pas la seule façon de se faire entendre. Je pense que c'est pas une bonne solution. Je pense que c'est pas le seul moyen d'arriver à nos fins. Donc c'est ça. Ça, c'est ce que ça nous permet de reconnaître une règle d'inférence comme le modus ponens. Une autre règle d'inférence qu'on appelle modus tollens. Donc j'ai négation de Q parmi mes hypothèses, d'une part, et d'autre part, j'ai que P implique Q. OK? Et donc là, je peux forcément en conclure non P. Donc ça, c'est dû au fait que l'implication comme ça, je peux la renverser puis mettre des négations. Ça s'appelle la contraposée. La contraposée, c'est négation de P implique négation de Q. Donc si j'ai négation de P, si j'ai négation de Q, alors je peux conclure négation de P. Là, ça revient à modus ponens, si je remplace ça par sa contraposée. Prochaine règle d'inférence, on appelle ça le syllogisme par hypothèse. Si P implique Q et que Q implique R, alors P implique R. Syllogisme disjonctif. Si d'une part j'ai P disjonction Q et d'autre part j'ai négation de P, alors je peux en conclure Q. En définition de ce qu'on appelle un argument valide, donc un argument est dit valide s'il est élaboré à l'aide des règles d'inférence. Et donc ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la conclusion, ça ne veut pas dire qu'on affirme que la conclusion est vraie quand on dit qu'un argument est valide. Quand on dit qu'un argument est valide, ça veut dire que le lien entre les hypothèses et la conclusion y est fait
il est fait en respectant les règles d'inférence, donc en respectant la logique. Donc, c'est le lien entre le début et la fin qui est validé un peu par cette connotation-là quand on dit que l'argument est valide. Par exemple, on a un argument et il faut déterminer s'il est valide. Première chose qui est dite, il pleut. Ça, c'est une hypothèse. Voici la conclusion. Conclusion, on sait qu'elle elle arrive quand on voit le donc. Donc, il pleut ou les poules ont des dents. Il s'avère que ça, c'est valide. Il s'avère que ça, c'est valide parce que ça a la forme suivante, ça a la forme de la règle addition. Donc, P, c'est l'affirmation il pleut. Q, c'est l'affirmation les poules ont des dents. Parmi nos hypothèses, notre seule hypothèse, c'est P. Notre conclusion, c'est P disjonction Q. Ça, c'est valide, c'est la règle addition. Donc, c'est ça, c'est valide malgré le fait que dans la conclusion, il y a quelque chose d'un peu ridicule, le fait que les poules ont des dents. Néanmoins, le lien entre les hypothèses et la conclusion est tout à fait valide. Donc, l'argument est dit valide. Deuxième exemple, déterminer si l'argument suivant est valide. Il pleut et les poules ont des dents, donc il pleut. Voyons voir la forme de l'argument. Encore une fois, j'ai P, il pleut, Q, les poules ont des dents. La forme de l'argument, j'ai par hypothèse P conjonction Q, et ma conclusion, c'est P. Donc ça, c'est valide, c'est la règle d'inférence simplification. Troisième exemple, déterminer si l'argument suivant est valide. Jean ne donne pas à la charité. Si on donne à la charité, alors on est une bonne personne. Donc Jean n'est pas une bonne personne. Donc on va étudier la forme de cet argument-là. D'où le nom formalisme en passant. Voici la forme de l'argument. P, c'est Jean donne à la charité. Q, Jean est une bonne personne. Donc j'ai négation de P, Jean ne donne pas à la charité. Ensuite, si on donne à la charité, alors on est une bonne personne. Et la conclusion, c'est négation de Q. Donc ça, ce n'est pas ni modus ponens, ni modus tollens. Et donc ce n'est pas valide. Ce n'est pas valide parce que ces deux affirmations-là, mes deux hypothèses peuvent être vraies sans que la conclusion ne soit forcément vraie. Donc c'est ça, on peut imaginer que P soit faux et que Q soit vrai. Dans ce cas-là, ce serait un cas où est-ce que Jean ne donne pas à la charité, mais que Jean est quand même une bonne personne. Donc ça ferait en sorte que cette hypothèse-là serait vraie. Il est vrai de dire que Jean ne donne pas à la charité. L'implication serait vraie aussi parce qu'on aurait une implication du type faux implique vrai. Donc ça, on sait que c'est vrai. Et donc c'est ça, la conclusion serait fausse. Fait que la vérité des hypothèses n'entraîne pas forcément la vérité de la conclusion, donc ce n'est pas valide. Maintenant, les méthodes de démonstration utilisées en mathématiques. Bon, les deux premières sont rarement utilisées en mathématiques, mais elles font partie de la liste, donc on va en parler. Premier type de preuve, on appelle ça une preuve vide. Donc si on montre que P est faux, alors on a montré P implique Q. Donc ça, c'est le cas où est-ce que l'hypothèse de l'implication est fausse, donc l'implication est vraie. Voyons voir un exemple. Montrer si 3 divise 100, alors 3 divise 102. Donc ça, ce qu'on peut faire pour montrer, c'est juste dire l'hypothèse n'est pas remplie, c'est faux. Et donc l'implication, elle, est vraie. Et c'est tout. Ça s'appelle une preuve vide. Deuxième méthode de démonstration, on appelle ça une démonstration triviale. Si on montre que Q est vrai, sans supposer que P est vrai, alors on a montré P implique Q. Donc ça, c'est un peu comme un cas où est-ce que dans un problème de maths ou de physique, on ne se sert pas de certaines hypothèses, on ne se sert pas de certaines données qui nous sont fournies dans la question de l'énoncé. Ça se peut, mais c'est louche. OK?
Donc c'est un peu ça, une démonstration triviale. Si on ne se sert pas des hypothèses P pour démontrer Q, ben, ça fonctionne, c'est une démonstration. On appelle ça une démonstration triviale. Par exemple, supposons que mon univers du discours, c'est les nombres naturels. J'ai mon prédicat P de n qui affirme A plus petit ou égal à B implique que A puissance n est plus petit ou égal à B puissance n. On nous demande de montrer P0. Okay? P0, dans ce cas-ci, la conclusion devient 1 plus petit ou égal à 1. Donc là, on n'a pas vraiment besoin de l'hypothèse A plus petit égal à B ou égal à B. Donc ça, c'est vrai. Et donc ça démontre l'implication. Puisque c'est ça, la conclusion est vraie, ben, l'implication est vraie automatiquement. Et donc ça démontre P0. On appelle ça une démonstration triviale. Prochaine méthode de preuve, on appelle ça une preuve directe. C'est la plus utilisée en mathématiques. On suppose que P est vrai, puis on montre qu'en conséquence, Q est vrai. Ici, on a montré que P implique Q. Donc, on regarde seulement les cas où est-ce que P est vrai, puis on en conclut que forcément, en conséquence, Q est vrai. Exemple, montrer si n est pair, alors n carré est pair. Donc, solution, si n est pair, ça signifie que c'est le double d'un autre entier. Donc, ça signifie que son carré aussi est le double d'un autre entier. Donc, ça signifie que son carré est pair. C'est une preuve directe. J'ai commencé en supposant que l'hypothèse est vraie, puis j'en ai conclu que forcément la conclusion est vraie. Prochaine méthode de preuve, on appelle ça une preuve indirecte, ou aussi on appelle ça une preuve par contraposée. On suppose que Q est faux, puis on montre qu'en conséquence, P est faux. Ainsi, on a montré que P implique Q. Donc en supposant que Q est faux, donc négation de Q implique négation de P, donc ça c'est la contraposée de l'implication. Autrement dit, en démontrant la contraposée, on a démontré l'implication. Puisque on se souvient que la contraposée, c'est logiquement équivalent à l'implication. Vous allez voir un exemple dans lequel on fait ça. Montrer si n carré est pair, alors n est pair. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que la conclusion est fausse. Donc, supposons n impair. Donc, si n impair, c'est 1 de plus que le double d'un entier. Alors, n carré, on peut démontrer que c'est 1 de plus que le double d'un entier. Donc, si n carré, c'est 1 de plus que le double d'un entier, ça signifie que n carré est impair. Et donc, c'est tout. Ça termine la démonstration par contraposer, la preuve indirecte. La preuve d'une biconditionnelle, supposons qu'on montre que P implique Q et qu'on montre que Q implique P, alors on a montré que qu'on a P biconditionnel Q. Exemple, montrer n est pair si et seulement si n carré est pair. Et bien, si on peut faire ça, on peut faire référence ici aux deux exemples précédents. On a montré les deux sens de l'implication, donc on a montré la biconditionnelle. Prochaine méthode de preuve, la preuve par l'absurde. Donc ça, c'est un type de preuve un peu spécial qu'on a déjà vu en classe quand on a démontré qu'il existait une infinité de nombres premiers. On a fait une preuve par l'absurde. Donc ça consiste en ceci. On suppose que P est faux et on montre que cela entraîne une contradiction. Ainsi, on a montré que P est vrai puisque P ne peut pas être faux. Voici un exemple dans lequel on cherche à montrer que racine de 2 n'est pas rationnelle. Donc ça aussi, ce qu'on va voir là, c'est une preuve qui nous provient de l'Antiquité. Tiens, petite anecdote à son sujet. À l'époque de Pythagore dans l'Antiquité, Pythagore était un mathématicien, mais bon, il y avait son école, il y avait même ses disciples. Donc c'était un peu un maître, il mêlait les mathématiques et la philosophie. On ne sait pas grand-chose sur les croyances des pythagoriciens, ceux qui suivaient Pythagore. Mais on sait entre autres qu'il était végétarien et je ne sais pas quoi d'autre.
Mais Pythagore avait étudié, il y a son célèbre théorème à son nom, mais aussi avait étudié les instruments de musique, donc les rapports harmonieux, puis il en était venu à la conclusion que tout ce qui était harmonieux dans l'univers, en fait, tout l'univers pouvait s'expliquer par un rapport de nombres entiers. Donc tout était rationnel, rationnel dans le sens de ratio. Donc dans le sens de ratio, dans le sens que une quantité rentre un certain nombre entier de fois dans une autre quantité. C'est ça qu'on appelle un ratio. Donc ça n'avait pas tout à fait le sens moderne de rationnel, irrationnel, dans le sens quelqu'un qui suit la logique ou qui ne suit pas la logique. À un moment donné, les pythagoriciens se sont rendus compte que l'hypoténuse d'un triangle rectangle 1 par 1, donc son hypoténuse c'est racine de 2. Puis ils se sont rendus compte que cette hypoténuse-là n'était pas rationnelle, dans le sens qu'il n'y avait pas de ratio. Et puis, donc ça a tellement été un choc pour eux, ça détruisait un peu leur croyance. C'est un peu pour ça que maintenant le mot irrationnel, ça a un sens de folie ou de quelque chose qui est contraire à la raison. Mais bon, la preuve qu'on va voir, je crois qu'elle provient aussi de l'Antiquité. Donc voici ce qu'on va faire, c'est une preuve par l'absurde. On commence en supposant que ce qu'on veut démontrer est faux. Fait qu'on commence en supposant que racine de 2 est rationnelle. Donc racine de 2, c'est une fraction, P sur Q. P et Q sont inconnus, mais on sait que n'importe quelle fraction, ça peut toujours être réduit. Donc réduire une fraction, ça fait entre autres en sorte que numérateur et dénominateur ne sont pas tous deux paires. Okay? Donc même si je ne connais pas P et Q, je peux supposer, donc si je fais l'hypothèse que racine de 2 est une fraction, donc je peux supposer que cette fraction-là, elle est réduite. Donc P et Q ne sont pas tous deux paires. Ok, maintenant si j'envoie Q à gauche, je mets au carré, je trouve que 2Q carré est égal à P carré. Donc P carré, c'est le double d'un entier. Ça signifie que P carré est pair. Et donc si P carré est pair, ça signifie que P est pair. Ça, c'est quelque chose qu'on a démontré précédemment. On avait démontré si n carré est pair, alors n est pair. Donc P est pair, donc ça signifie que P c'est le double d'un autre entier que j'ai appelé R. Or, je sais que 2Q carré est égal à P carré. Donc je remplace P par 2R, ça me donne 2Q carré est égal à 4R carré. Je divise par 2, ça me donne que Q carré est égal à 2R carré. Maintenant, si Q carré est égal au double d'un autre entier, ça signifie que Q carré est pair. Et donc que Q est pair. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai que P et Q sont tous deux paires. Et ça, c'est une contradiction. On sait qu'initialement, on pouvait supposer que notre fraction était réduite. Mais là, on a une fraction qui est à la fois réduite et pas réduite. C'est ça une contradiction, c'est une chose et son contraire. Donc, ce qui cloche dans notre raisonnement, c'est l'hypothèse initiale. L'hypothèse initiale voulait que racine de 2 soit un nombre rationnel. Donc, racine de 2 ne peut pas être un nombre rationnel. Si ça ne peut pas être un nombre rationnel, c'est donc un nombre irrationnel. Prochaine méthode de démonstration, ce qu'on appelle une preuve par cas. Donc, si P, la proposition P, est logiquement équivalente à cette disjonction-là de nk, et qu'on montre que P1 entraîne Q, P2 entraîne Q, P3, etc. jusqu'à Pn entraîne Q. Donc, dans tous les cas, Q est vrai. Ainsi, on a montré que P entraîne Q. On peut avoir un exemple de ça, montrer si n n'est pas divisible par 3, alors n carré moins 1 est divisible par 3. On va voir la démonstration. Si n n'est pas divisible par 3, on a deux cas. Soit n est 1 de plus qu'un multiple de 3, ou n est 2 de plus qu'un multiple de 3. Donc il faut montrer que dans chacun des cas, j'ai la conclusion, c'est-à-dire que n carré moins 1 est divisé par 3.
Donc, dans le premier cas, n, c'est 1 de plus qu'un multiple de 3. Si on calcule n carré moins 1, on trouve ça. On voit que c'est un multiple de 3. Donc, n carré moins 1 est divisé par 3. Voyons voir le deuxième cas maintenant. Donc, dans le deuxième cas, si n c'est 2 de plus qu'un multiple de 3, alors n carré moins 1 donne ceci. Et je peux mettre un facteur 3 en évidence. Donc, ça signifie que n carré moins 1 est divisible par 3. Donc, qu'on soit dans le premier ou dans le deuxième cas, on a la conclusion qui veut que n carré moins 1 soit divisé par 3. Et donc, ça termine la preuve par cas. Prochaine méthode de démonstration, une preuve de l'universel. Si on montre que p de x est vrai, sans supposer quoi que ce soit de particulier à propos de x, alors on a montré pour tout x, p de x. Par exemple, montrer que pour tout x, x plus x est égal à 2x. Donc, on peut faire ça de la façon suivante. X plus x, on peut mettre en évidence x, et il nous reste 1 plus 1 qui donne 2, et c'est tout. Donc, on a démontré que pour tout x, x plus x égale 2x. Prochaine méthode de démonstration, c'est une preuve de l'existentiel, mais on va distinguer deux types. Premier type, preuve de l'existentiel qui est constructive. Donc, si on trouve un x tel que p de x est vrai, alors on a montré qu'il existe un x tel que p de x. Voyons voir un exemple de preuve existentielle constructive. On nous demande montrer qu'il y a un nombre premier p tel que p plus 2 et p plus 4 aussi sont premiers. Et donc la solution qu'on peut donner à ça, on peut donner explicitement un tel nombre premier, d'où le fait que c'est une preuve existentielle constructive. Donc p égale 3, ça nous donne p plus 2, 5, p plus 4, 7. Donc 3, 5, 7, ce sont trois nombres premiers, et ça termine la preuve de l'énoncé, puis on a fait une preuve existentielle constructive. Donc le deuxième type de preuve existentielle, malheureusement, ce n'est pas une preuve existentielle destructive, on appelle ça une preuve existentielle non constructive. Si on montre que l'absence d'un x tel que p de x est vrai entraîne une contradiction, alors on a montré qu'il existe un x tel que p de x. Autrement dit, s'il est impossible qu'il n'existe pas de x tel que p de x soit vrai, alors forcément, il existe un x qui fait en sorte que p de x soit vrai. Voyons voir un exemple. Montrer qu'il y a un chiffre dans le développement décimal de racine de 2 qui est présent une infinité de fois. Donc, le développement décimal de racine de 2, c'est 1.44, 41, 42, 13, 56, etc. Donc, c'est quelque chose qui se déploie à l'infini. Et donc, c'est ça, il faut démontrer qu'il y a au moins un chiffre, qui peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8 ou 9, qui est répété une infinité de fois. OK, puis c'est difficile d'en pointer un, contrairement à nos nombres premiers dans l'exemple précédent. Ici, c'est très difficile de dire c'est le chiffre 7 qui est présent une infinité de fois. Ça, c'est très difficile à faire, mais on peut donner un argument convaincant qui est non constructif. L'argument est le suivant. Donc, supposons que le chiffre i est présent ni fois. Donc, le chiffre 0 est présent n0 fois, le chiffre 1 est présent n1 fois, etc. Alors, le développement décimal de racine de 2 contient ce nombre-là de décimales. Et donc, en conclusion, racine de 2, s'il contient un nombre fini de décimales, ça signifie que racine de 2 est rationnelle. Et donc, ça, c'est une contradiction. OK, donc, il est impossible que le développement décimal de racine de 2 n'ait pas au moins un chiffre qui est répété une infinité de fois. Donc, s'il est impossible qu'il n'en ait pas, c'est donc qu'il en a un. Qu'il en a un chiffre qui est présent une infinité de fois.
Remarquez qu'on est convaincu qu'il y en a un nombre, mais qu'on ne sait toujours pas lequel. Et c'est ça qui est de spécial avec les preuves non constructives. À la fin d'une preuve non constructive, on est convaincu qu'il doit exister une telle chose, mais on ne peut pas en pointer, on ne peut pas en identifier. Et c'est ça qui est de spécial avec les preuves existentielles non constructives. Ok, on achève. Prochaine méthode de démonstration, la preuve par contre-exemple. Si on montre qu'il existe x tel que p de x est faux, alors on a montré qu'il est faux de dire que pour tout x, p de x. Donc le x en question, ça constitue ce qu'on appelle notre contre-exemple. Par exemple, montrer qu'il est faux de dire que tous les nombres premiers sont impairs. Okay? Donc pour montrer qu'il est faux de dire ça, ce qu'on peut faire, c'est donner un contre-exemple. Ici, le contre-exemple est tout simple. 2, c'est un nombre premier qui est pair. Et c'est tout. Une fois qu'on a donné un contre-exemple, on peut dire que l'affirmation qui commence en disant tout, avec le pour tout, avec le quantificateur universel, qui dit que tous les nombres premiers sont impairs. Donc on sait que cette affirmation-là, elle est fausse. Donc un contre-exemple suffit à démontrer ça. Ok, maintenant qu'on a vu toute cette matière-là, vous êtes en mesure de faire tous les exercices de la section 4. Maintenant, avant qu'on se revoie, quelques exercices que je vous suggère fortement de faire. Donc, premier exercice, déterminer si l'argument suivant est valide. Première affirmation, les kangourous sont des marsupiaux et vivent en Australie. Conclusion, donc, les kangourous sont des marsupiaux. Donc, vous devez déterminer si ça, c'est valide. Prochain exercice, on vous demande de faire deux preuves. En A, on vous demande de montrer ceci. Si n carré est un multiple de 3, alors n est un multiple de 3. Okay. Et en B, on vous demande de démontrer que le nombre racine carrée de 3 est irrationnel. Donc, ce n'est pas nécessairement des preuves simples, et c'est un exercice de rédaction. Donc, je vous encourage à essayer d'écrire comme il faut, d'écrire proprement, d'écrire de façon ordonnée, parce que ça fait partie des choses qu'il faut acquérir dans cette section-là. La capacité de faire une preuve, mais de structurer son raisonnement et de bien le présenter. Donc c'est ça, je vais vous donner les solutions de ça au prochain cours. Bonne journée tout le monde.